Là, j'ai le grand sourire, mes chers amis. Quel plaisir de vous retrouver après avoir vécu un week-end absolument magnifique. J'étais en train de lire cet article de l'équipe. 3 équipes à 13 points, 3,2 buts par match, les chiffres fous de ce début de saison de Ligue 1. Entre autres, 36 buts ont été inscrits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Alors effectivement, il y a un match. Je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie, hein, mes chers Stéphanois, mais 8 buts sur ce match-là, bon, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'assez intéressant, comme dit l'équipe ici. 29% des équipes à 13 points après 5 matchs ont été sacrées. C'est vraiment dingue et ça reflète vraiment que cette Ligue 1, il y a un trio de tête hein, qui se détache, le PSG, l'OM et Monaco. Alors, Monaco et le PSG, bon, assez logiquement, le PSG, on s'y attend. Monaco, je pense qu'on pouvait s'y attendre vis-à-vis de la dynamique. Maintenant, Marseille, il y avait quand même ce côté renouveau, il y a toujours ce côté renouveau. Et comme De Zerbi l'avait évoqué, il ne pense pas vraiment au titre dans le sens où c'est vraiment une nouvelle équipe. Malgré ça, ça reste une un très bon départ avec voilà, une différence de but de 9 points, supérieur à Monaco et juste derrière le PSG. Mais voilà, c'est très très clair que c'est un début de saison assez dingue hein, pour beaucoup de clubs. On a eu 36 buts, on a eu quand même des matchs ici à 5 buts. Comment ne pas évoquer cette OLOM dont on a parlé sur la chaîne? Absolument invraisemblable, je n'arrive toujours pas à y croire. Bref, mes chers amis, j'ai beaucoup parlé. On va directement commencer avec le tout premier match et assez rare, mais il y a un match vendredi à 19 h. Auxerre-Brest, match qui va être très important pour les deux clubs, mais pour des raisons un peu différentes. Brest, club de Ligue des Champions, club européen, club qui a gagné un match de Ligue des Champions, le seul club de l'histoire du football à avoir 100% de victoire en Ligue des Champions. Donc voilà, l'immense Brest, en vrai je rigole beaucoup, vous savez à quel point j'aime beaucoup Brest, va se déplacer à Auxerre. Auxerre, voilà, qui va pas bien. D'ailleurs, intéressant de noter que Auxerre, Saint-Étienne et Angers, voilà, sont les 3 montants de la Ligue 2 vers la Ligue 1 la saison dernière et actuellement sont les 3 derniers de Ligue 1. Et je m'attendais pas forcément à ça pour Auxerre qui a vraiment bien commencé à Nice, mais qui a eu des matchs globalement satisfaisants. Malheureusement, il y a un truc, dont j'ai un peu peur par rapport à Auxerre, c'est que c'est une équipe qui subit beaucoup trop. C'est vraiment intéressant dans les intentions de jeu. On l'avait vu de façon en Ligue 2, l'équipe de Pélissier, c'était le plus beau jeu de Ligue 2, je pense, la meilleure attaque de Ligue 2. Mais au-delà de ça, collectivement parlant, offensivement dans la création, bah, c'était largement la meilleure équipe. Et en Ligue 1, elle fait pas partie des dernières. Pour moi, c'est encore une fois le cas. Par contre, derrière, c'est une catastrophe et voilà, ce Montpellier qui peut générer beaucoup d'occasions, qui peut faire des dégâts, a réussi à faire des dégâts au Auxerre et ça fait que, ouais, actuellement, Auxerre a, je crois, la pire série de la Ligue 1. Oui, voilà, avec 4 défaites de suite. Même Saint-Étienne et Angers, n'ont pas ça, donc c'est vraiment inquiétant pour le coup pour Auxerre. Et oui, ça va également être un match important, pour Brest parce que Brest, voilà, je considère et je l'ai dit, chaque semaine et je le redis maintenant, malgré, un début de saison compliqué, il faut noter que ça a affronté des grosses équipes, déjà de 1 et de 2, les résultats sont pas forcément le reflet de ce qui s'est passé. Ce match-là, 1-5, Brest a été plutôt bon. Le gardien Marseille Rouli a fait des énormes arrêts. Voilà, malheureusement, là, c'est oui, Brest derrière a complètement craqué. On sait que c'est une équipe qui peut s'exposer et être vulnérable en contre. Alors maintenant, concernant mon pronostic, déjà, ce qu'il faut quand même noter, c'est que Brest, sur son dernier match, n'a pas fait un match que je trouve flamboyant. Maintenant, il faut noter que ça a été un match où l'équipe a fait tourner. On va d'ailleurs, par rapport au même momento du match, ouais, c'était quand même plus Toulouse qui était menaçant. Et ça se voit au niveau des chiffres, hein. Toulouse, on en parlera après, a beaucoup trop raté. Brest n'a quasiment pas eu d'occasion. Mais ils ont mis les deux tirs un petit peu au fond. Il n'en a pas eu que 2 tirs, vous avez compris. Une grosse finition, des buts pas évidents à mettre, extérieur de surface ici. Elle a un peu excentré. Ça a terminé au fond pour Brest, écoutez. Donc c'est aussi l'atout des grosses équipes, réussir à avoir de la finition quand il le faut. Et voilà, ça avait tourné quand même. Mais bon, écoutez, ce match-là, pour moi, peut finir avec beaucoup de buts, clairement. Dans l'absolu, je pense que oui, tout est ouvert. Brest peut évidemment gagner à Auxerre. Je considère que Auxerre, certes, depuis le début de saison, ça a montré des choses sur la qualité technique, qualité de jeu et tout. Ça, c'est clair. Offensivement, il n'y a pas de problème. Même si on a vu des matchs, c'était plus compliqué, notamment contre Monaco. C'est Monaco. Bon. Maintenant, défensivement, j'ai pas été rassuré une seule fois par rapport à Auxerre. Et ça m'inquiète un peu. Surtout que tu sais que Brest, avec son équipe type, même sans Pierre Lesmelou, offensivement, ça peut balancer, ça peut créer beaucoup d'occasions. Brest, en ayant la finition, pour moi, sera devant Auxerre sur ce match-là. C'est pour ça que je vais quand même pronostiquer victoire de Brest à l'extérieur, peut-être un peu osé, mais vis-à-vis des dynamiques en plus actuelles, je me dis que Brest doit maintenant complètement lancer sa saison. Avant, en plus, la Ligue des Champions qui reprend, c'est incroyable. Et je me dis que c'est un bon match contre Auxerre, mais attention, Auxerre a sa carte à jouer. Peut-être que Brest fera tourner. Peut-être encore, même si je pense que la Ligue 1, ça va vraiment être ultra important pour Brest de se maintenir complètement.
Je vous le redis maintenant, je suis pas du tout inquiet concernant le maintien de Brest. J'étais pas du tout inquiet non plus après le match contre Marseille, premier match. Écoutez, on va dire Brest vainqueur. Je vais quand même pas mettre trop élevé, on sait pas, vis-à-vis de la réaction aux Serroises, vis-à-vis de la Ligue des Champions. 55, 45, on va dire pour Brest, ça reste quand même à l'extérieur, attention. La baie des Champs, je pense, sera plein. Et voilà, 55-45 pour Brest. Mon cher PSG qui affronte le stade de Rennes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les PSG Rennes. Je sais pas, j'ai des bons souvenirs. Vous savez que bon, moi, j'aime beaucoup la rivalité dans le football. J'aime beaucoup les gros adversaires. Et en tant que supporter du PSG, c'est toujours un grand plaisir d'affronter Rennes parce que c'est souvent des matchs très compliqués. Bon, j'espère que voilà, le PSG gagnera ce match. Maintenant, je vais être très clair avec vous. Je dis chaque semaine, oui, le PSG en Ligue 1, ils sont favoris, à part peut-être quelques exceptions. Un PSG Rennes, c'est quand même au Parc des Princes où, oui, le PSG reste favori. Maintenant, il y a la Ligue des Champions qui va arriver avec un Arsenal PSG qui va être très, très, très chaud. Rennes, je pense, a clairement sa carte à jouer. Et là, je suis un peu, voilà, j'ai un peu la pression, c'est pas le mot, mais je me dis, c'est totalement possible que le PSG peut lâcher des points sur ce match-là. Et d'ailleurs, je le dis potentiellement aux Rennais qui m'écoutent, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, donc clairement pas des petits noms, n'ont pas participé pardon, à l'entraînement collectif du PSG aujourd'hui. Ils ne devraient pas être dans le groupe. Apparemment, les trois seraient absents. On parlerait d'une blessure pas forcément importante qui pourrait être de retour contre Arsenal, mais voilà, contre Rennes, Vitinha qui est largement peut-être le joueur le plus important de ce club actuellement, Nuno Mendes qui va être très important pour ce système un peu hybride, et Doué qui sera toujours un rentrant très important. D'ailleurs, dommage, il aurait pu affronter son ancien club. Ça va être un peu plus chaud pour le PSG, clairement. Surtout que ce Rennes-là, si on regarde alors, Rennes, c'est toujours, je pense que les Rennais sont globalement déçus parce que cette équipe peut faire mieux. Maintenant, c'est cool, c'est un peu remonté. Voilà, invaincu depuis 2 matchs, seulement depuis 2 matchs, mais c'est cool. Il y a eu des prestations honnêtement bonnes, voire d'autres pas très très bonnes. Bon, ça reste sur un match nul contre Lens. Assez logique, je pense, dans la globalité. C'était pas non plus le match du siècle. Je l'avais vu un petit peu, il n'était pas voilà, assez flamboyant. Quand on regarde les chiffres avancés, bon, il y a un momentum qui est globalement équilibré. Lens a peut-être eu un peu plus de menaces en attaque. On voit quand même que ça a été compliqué au niveau de la production. Une grosse occasion des deux côtés. Bon, Rennes a un peu plus tiré. C'était rien de bien flamboyant. Maintenant, je considère que ce Rennes-là a toujours la capacité à faire beaucoup de dégâts offensivement et a réussi à avoir une des meilleures recrues largement de la Ligue 1 avec Albert Grönbeck, le Danois, exceptionnel. Magnifique, un petit joyau. On va voir où il va nous mener. Mais attention, pourquoi pas qu'il puisse marquer au Parc des Princes. Je suis assez optimiste sur ça. Bon, on verra bien le PSG. Bon, Donnarumma, je ne sais pas s'il sera de retour. Je pense, peut-être, on verra bien. Mais Rennes aura une possibilité de marquer, peut-être en compte. Il y a quand même des joueurs de transition qui sont pas si mal à Rennes. Je pense notamment à Blas, forcément Ludovic Blas, qui peut causer des dégâts. Il y a de la technique, il y a de la vivacité. Je pense qu'aussi jouer au PSG, bah, ça motive beaucoup. Dans l'absolu, les gars, je prends contexte avant la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de rotation dans ce PSG, sachant en plus voilà, qu'il y a des absents. Rennes peut complètement repartir sur une bonne dynamique en faisant un résultat au parc. Sincèrement, mon côté aussi lucide me fait dire bon, je devrais mettre le PSG vainqueur parce que voilà, c'est le PSG, c'est au parc et tout. Mais un petit match nul avant la Ligue des Champions, c'est pas rarissime, quoi. On a déjà vu un match du PSG avant la Ligue des Champions, c'est pas ouf. Est-ce que je tente le nul? Franchement, je ne pense pas que Rennes gagne quand même. Au parc, ce serait pour le coup un vrai séisme. Là, vraiment, je ne m'y attendais pas. Pourquoi pas? Mais bon, j'y crois pas trop. Par contre, un nul. Ouais, franchement, les gars, croyez-moi que normalement, je dirais sur un truc comme ça. Mais j'ai envie de croire en cette théorie. Voilà, avant la Ligue des Champions, des absents, machin et tout. Rennes qui, quand même, peut se lancer bien sur cette saison, qui peut être fort dans les gros matchs. Un nul, PSG Rennes, ça me décevrait, honnêtement, je veux une victoire, mais je vais dire un petit nul sur ce match-là. Ça sera un beau match, je pense. Oh, le retour de Francaise à Lens. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette affiche. Et j'aime bien ces deux clubs. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Lens et Nice, j'aime beaucoup ces deux petits clubs qui font un début de saison. Ben, alors, Lens est invaincu. Lens est invaincu en Ligue 1. Ça, c'est un truc on n'en parle pas beaucoup. Invaincu, bon, alors oui, depuis 3 matchs, ils n'ont pas gagné, mais équipe qui globalement est solide, qui ne concède pas non plus des matchs, je trouve. Par contre, voilà, qui marque très très peu. Il faut vraiment terminer les actions côté de Lens, c'est vraiment le problème. Et Nice, qui est bien monté, qui a quand même gagné 2 matchs et qui a fait. Est-ce que j'ai besoin de l'exprimer? Voilà, un 8-0.
un match, une boucherie sans nom, et qui, après ça, a eu un match contre la Real Sociedad. Alors, j'ai vu le match, dommage, tu as quand même cette frustration de se dire que, aïe, 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 sa Real Sociedad, qui avait quand même des absences. Alors, oui, il y avait des joueurs phares comme Oyarzabal, comme Zubimendi, je suis d'accord, mais globalement, c'était pas le meilleur Real Sociedad. La meilleure Real Sociedad, bon, sans rien enlever à Nice. Il y a eu des occasions côté Nice, mais aïe, 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 j'ai eu une petite tristesse via de Moukoko. Il n'a pas été assez trouvé. Je ne sais même pas s'il a beaucoup tiré. J'aimerais revoir ça rapidement, mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que regardez le momento du match. Alors, il y a eu un danger assez important à la 37e minute côté Real. Mais à part ça, c'est Nice qui a globalement maîtrisé le match là. C'est Nice qui a eu ouais, le plus d'occasions, même si c'était rien de fou. Deux grosses occasions quand même. Quel dommage, quel dommage. C'était pas un beau match dans la productivité. Il y a quand même eu un penalty. Justement, le penalty de Guessant qui coûte un peu le match. Dommage, mais on a vu Nice, voilà, quand même se dire, on peut jouer notre chance en Europa League contre un nom, quand même, la Real Sociedad, ça reste un nom. Et ça, c'est cool. Donc bon, moi, j'ai toujours grand espoir sur Moukoko, hein, qui devra absolument être plus trouvé. Je vais juste regarder un petit peu combien de Moukoko de ballons il a touché ici contre la Real. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Il a touché 16 ballons seulement, c'est beaucoup trop faible. Voilà, il a même pas tiré, non, il a tiré une fois. Bon, dommage. J'ai toujours grand espoir sur lui. Voilà, en tout cas, Nice, après un 8-0, ça a été une boucherie sans nom, hein, voilà, 4,73 XG. Ça a été une boucherie. Nice, voilà, va se déplacer chez une équipe qui va être compliquée, honnêtement, vraiment compliquée. Lens, parce que comme je l'ai évoqué, Lens, ok, ça marque pas, c'est très très clair. Par contre, Lens, ça n'encaisse pas beaucoup. Et honnêtement, très très peu. Pour moi, un des matchs qui est vraiment le reflet de ce Lens-là, c'est ce match contre Monaco. Monaco a vraiment eu du mal. Et globalement, je trouve que c'est une équipe qui est bien organisée, qui a vraiment eu un peu cette patte Will Steele. Vous savez, à Reims, c'était vraiment un coach qui mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avant sur l'énergie que tu vas dépenser sur le terrain, assez regroupé, vraiment très intelligent, hein, sa manière de jouer. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain et on l'a bien vu depuis le début de saison. Maintenant, ouais, Wesley Saïd, c'est le buteur de Lens. Sotoka, ah, dans l'absolu, c'est pas Sotoka pour moi qui est le buteur de Lens. À 33 ans, si on regarde, Sotoka, voilà, c'est 39 buts avec Lens en quasiment 200 matchs. C'est vraiment ce qui manque à ce Lens-là. Si Lens avait un buteur, mamma mia, qu'est-ce qui serait dangereux. En tout cas, est-ce que je vois une victoire sur ce match-là? C'est compliqué. Alors, la semaine dernière, j'ai mis très très peu de matchs nuls. Peut-être que là, je vais en mettre plus parce que, en même temps, je vois un Nice qui, en vrai, est quand même en confiance. Est sorti d'un 8-0, s'il vous plaît. A quand même, sur le papier, une des meilleures attaques de Ligue 1. C'est très dangereux. Maintenant, je sens un Lens fort. Et Lens à la maison, ça me paraît vraiment être super compliqué à tomber. Mais vous savez quoi? Je vais me dire, encore une fois, Lens va pas avoir de finition. Bon, peut-être que là, vous voyez cette vidéo et Lens a gagné 3-1, j'en sais rien, a mis 3 buts, bon bref. Mais je vais me dire, encore une fois, Lens qui est là, qui domine, en plus à la maison, qui arrive à se générer des occasions, n'arrive pas à marquer. Nice qui est un peu plus clinique, va marquer un but. Et au final, Lens va réussir à revenir 1-1. Petit match nul comme ça, on dit ça pour ce match-là ou bien? Bah écoutez, clairement, c'est un scénario qui me semble possible, donc je vais dire un match nul sur ce. Lens-Nice avait quand même un vrai avantage, je lance. On verra bien. J'ai hâte de voir ce que Nice va proposer à l'extérieur. Ce sera assez particulier. Il y a eu 2 matchs à domicile, en comptant celui d'Europa League. Plein de confiance. Si Nice va gagner à Lens, Lens qui est invaincu, qui concède peu, alors là, chapeau. Et là, vraiment, Nice, on pourra considérer que ça va vraiment être potentiellement une très belle surprise cette saison. Match nul sur Lens-Nice. Le Havre-LOSC, match qui en vrai, sur le papier, peut paraître déséquilibré. Mais il y a un mais. Bon, le Havre est 12e. Ok, ça va. Il y a quand même eu 2 défaites de suite. On va en parler tranquillement. Et le LOSC, et là, si vous êtes Lillois et vous m'écoutez, je pense que vous êtes forcément très déçus parce que bah, après un départ canon, moi, je m'attendais, allez, c'est bon, on est reparti sur le LOSC, on connaît, on va repartir vraiment sur des bases très très hautes. Bon, LOSC de Genesio, on verra un peu ce que ça donne. Il y avait quand même cette question Genesio. Au final, tu arrives à avoir un début de saison où tu te qualifies en Ligue des Champions, super. Tu arrives à battre Reims à Reims où Reims n'a pas existé du match. Tu arrives à faire un vrai bon match contre Angers. Tu as vraiment sorti une bonne performance contre le PSG. Et après, tu t'es un peu éteint, même si c'est pas dramatique ce match-là contre saint pour moi, alors saint a eu une vraiment finition clinique, ils se prennent 8-0 juste après contre Nice, c'est abominable. Mais Lille a une possession complètement stérile et ça me rend un peu triste parce que ça me rappelle un peu le Genesio qu'on pouvait voir à Rennes ou à Lyon. Souvent, tu as le ballon, mais t'as pas trop de, je sais pas, de connexion entre les lignes et tout. Ça peut être un peu compliqué. Tu as eu un match contre le Sporting qui a été compliqué, sincèrement, avec le rouge de Gomez en plus. Bon, passons, le rouge, il fume quand même bien le match, même si ça a été compliqué. Et ce match-là contre Strasbourg, alors Strasbourg, équipe, on va en parler après, vraiment, vraiment particulière, mais tu mènes 2-0. Tu mènes 2-0. Zegrova fait un début de saison formidable. Le mec risque de partir du LOSC pour très très cher. Encore une fois, le LOSC, on sait qu'il bande vraiment très très bien. Mais vraiment, ce match-là, mesdames, messieurs, LOSC-Strasbourg,
il est incroyablement intéressant. Il mériterait limite une analyse complète, même si voilà, je peux pas me permettre de faire une vidéo analyse pour tous les matchs. Ce qui est intéressant en fait sur ce match-là, c'est que quand on voit les stats avancer, on se rend compte d'une chose, c'est qu'au niveau des buts attendus, des XG, c'est Strasbourg qui est bien en avance avec le LOSC qui a eu un penalty. Je rappelle qu'un penalty, c'est considéré comme 0,8 XG. Donc en fait, Strasbourg, à l'extérieur, a généré plus d'occasions, voire même beaucoup plus d'occasions que Lille, sachant qu'ils ont en plus eu 6 grosses occasions contre 4 côté LOSC. C'est quand même quelque chose de très particulier, sachant que le LOSC mène 2-0. Et il y a vraiment cette question de gestion des matchs, alors que le LOSC nous a habitués, notamment la saison dernière, à être une équipe ultra solide défensivement. Alors quel est le problème concret? Je ne saurais pas vous dire si ce n'est le style de jeu. C'est vraiment une équipe qui s'expose beaucoup, il faut vraiment le dire. Ça peut concéder beaucoup d'occasions. Malgré ça, Lille garde un pressing très très haut, très intense. C'est dommage et j'ai un peu peur quand même pour eux, alors que je ne devrais pas être trop inquiet vis-à-vis du Havre, parce que le Havre, c'est une équipe valeureuse. Il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'énergie, c'est totalement vrai. Maintenant, c'est très limité, hein, il faut quand même le dire. Ce match-là contre Toulouse, ça a été, voilà, c'était à l'extérieur. Honnêtement, ils ont quasiment pas existé 10 matchs. On voit qu'ils n'ont même pas eu une seule grosse occasion bah, sur le match entier contre Toulouse. Contre Monaco, bon, c'était Monaco, hein, encore une fois à l'extérieur. Forcément, ils ont aussi eu énormément de mal à exister. Ça n'a pas été le meilleur match côté Monaco, mais bon, au final, ils arrivent à gagner 3-1. Alors notons quand même que Kouziaev avait marqué un but pas simple de mémoire. Ouais, voilà, vraiment, il avait un XG assez faible, mais il était incroyablement précis. Donc bravo à lui. Et donc pour ce match-là, je suis partagé parce que j'ai quand même l'impression que le Havre, avec peu, ils peuvent faire quand même beaucoup. Depuis le début de saison, s'ils ont réussi à gagner des points, c'est quand même par rapport à ça. Avec peu, ils arrivent quand même à être bien, même si voilà, il y avait un match notamment à domicile, je ne sais plus contre qui, contre Auxerre peut-être, où ils ont été très bons. Maintenant, le LOSC, j'ai l'impression qu'avec beaucoup, ils ont un peu moins ce truc. Les gars, dans l'absolu, je ne peux pas croire quand même que le LOSC ne regagne pas un match là. Est-ce que j'ai vraiment. En vrai, voilà, si je suis honnête, quand même, le Havre montre de belles choses. Depuis 2 matchs, c'est beaucoup plus compliqué, il faut le dire, mais bon. Sur le papier, les gars, je devrais partir sur une victoire du LOSC, hein, ça me paraît quand même normal, j'allais dire, c'est le football, hein, tout peut arriver évidemment. Mais j'ai envie de croire que Genesio va réagir vis-à-vis du non-contrôle du match contre Strasbourg. À un moment, voilà, si le LOSC marque contre le Havre une fois, il marque 2 fois, après tu dois cadenasser, tu dois faire en sorte que le match ne peut plus se débloquer pour l'adversaire. Donc quand même, malgré oui, le fait que le LOSC ne soit pas sur une bonne dynamique, il y a eu de vraies bonnes choses contre Strasbourg. Il faudra juste tactiquement aborder les choses différemment. Et dans l'absolu, je vais quand même mettre une victoire du LOSC, 60-40 max. 60-40 max, avec le Havre qui a une très grosse carte à jouer. Ça reste le LOSC, hein, équipe potentielle top 4, Ligue 1 en fin de saison, on verra bien. Mais voilà, LOSC 60%. Monaco, Montpellier, ou l'équipe qui a honnêtement beaucoup, beaucoup de mal défensivement, mais qui peut être très, très bonne offensivement. Et à l'inverse, Monaco, équipe qui défensivement peut être bonne, mais qui s'expose beaucoup et qui peut être très, très dangereuse en attaque. Autant vous dire que ce Monaco-Montpellier, soit il y a 1-0, soit il y a 5 buts. Voilà, autant vous dire, c'est totalement possible. Monaco, une des 3 équipes à 3 points. Ça va être très compliqué hein, pour Montpellier. À 13 points, je voulais dire. Ça va être vraiment très compliqué pour Montpellier ce match-là. Et clairement, les supporters montpelliérains, c'est pas sur ce genre de match qu'ils attendent beaucoup de points. Je vais pas m'étaler très longuement sur l'analyse de ce match parce que voilà, la vidéo, en plus, elle dure très très longtemps. Ces vidéos-là durent vraiment beaucoup de temps. Tout ce que je veux dire, c'est que quand même, notre Montpellier a sorti une belle perf contre Auxerre. On l'a évoqué, ça peut être une équipe qui génère beaucoup d'occasions, qui avait un peu de mal à terminer. Il faut que ça termine plus d'occasions. Maintenant, oui, ça a subi également beaucoup d'occasions. Il y a toujours quand même ce trident, j'allais dire. C'est ce duo, on va dire, Sabania-Adams, qui pour moi sont les 2 joueurs avec la finition la plus importante de ce club. Maintenant, oui, je ne vais pas vous faire un dessin si vous êtes Montpellierin. Bon, Monaco, c'est Monaco. C'est une équipe qui, même quand elle joue un peu doucement, comme contre le Havre, ça, c'est plus fort. Voilà, c'est littéralement plus fort. Bon, c'est une équipe forte, sincèrement. Monaco, en plus, voilà, là, ça avait fait tourner. Hein. C'est... Je vais pas m'étaler, très sincèrement, et c'est sans manquer de respect à Montpellier. Mais vis-à-vis du jeu de Montpellier, vis-à-vis du jeu de Monaco, ça peut être très tranchant, très douloureux. Je vais pronostiquer encore une fois une victoire de Monaco à plus de 70%. Je vais être à 70-75 max quand même. Parce que, allez, on peut espérer, pourquoi pas, un Montpellier qui défend, qui arrive à défendre tant bien que mal. Il y a la qualité pour Montpellier de partir en contre. En admettant que tu aies vraiment une grosse, grosse réussite défensivement pour Montpellier et une énorme réussite offensivement, eh ben ouais, tu peux faire tomber Monaco. Maintenant, je vais considérer voilà, que Monaco va partir favori. Gros Monaco, cette saison, on verra bien où ça va aller. 70-75 pour Monaco sur ce match-là. On me dit dans l'oreillette que Angers-Reims sera, bon, malheureusement, je pense le match le moins visionné de ce week-end.
parce que le match d'Angers-Reims, surtout dans ce scénario-là, intéresse surtout les supporters angevins et rémois. Mais oui, c'est un match super important. Pour Angers surtout, c'est la crise. Voilà, c'est la crise pour Angers. Je ne vais pas vous faire un dessin. Maintenant, c'est invaincu depuis 2 matchs. Est-ce qu'on peut quand même se satisfaire de ça? Reims, vraiment fait un début de saison, bah, c'est dingue. Il y a eu un match contre le LOSC, premier match qui a été absent. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est passé là pour Reims, mais ça a été un non-match. Il y a eu 2 tirs hein, sur le match. Enfin, voilà. Je pense que forcément, le rouge de Koné, plus la grosse plaisir adverse, a un peu déjoué Reims. Après, bon, tu as eu un match contre Marseille qui a été honnêtement compliqué. Oui, Marseille a beaucoup raté, mais tu as eu une réponse rémoise. Vraiment beaucoup, beaucoup de volonté, beaucoup de hargne pour arracher ce match nul. Super cool. Tu as eu un vrai, vrai bon match contre Rennes. Tu as eu une victoire à l'extérieur contre Nantes qui était assez inespérée. Je sais pas si le terme Nantes aurait pu gagner, mais Reims est parti la chercher avec la qualité individuelle de Reims, qui fait quand même que c'est vraiment une bonne équipe. Là, c'était Nakamura en l'occurrence. Et bah, le dernier match contre le PSG, le club que je supporte, oui, Reims n'a pas beaucoup existé dans ce match-là. Maintenant, le PSG a raté, a eu beaucoup de mal à battre ce bloc rémois. Bravo à Reims, hein, qui a vraiment, vraiment bien joué son coup. Une leçon, si tu veux, de bloc bas. Bien jouer un bloc bas, bien être compact. Diouf a fait également ses arrêts. Bref, en tout cas, Elsner, qui avait montré beaucoup de belles choses avec des équipes, entre guillemets, plus faibles, ben, a réussi un bon truc. Bon, en tout cas, ce Angers-Reims est particulier parce que, comme on voit, là, Google le voit, il y a quand même quasiment 30% de victoires pour Angers, selon Google. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais s'il y a 30% et pas moins, c'est que oui, factuellement, je pense qu'Angers peut complètement gagner ce match-là. Après avoir fait des perfs, bah, contre Strasbourg, déjà, la méno, c'est pas du tout simple d'aller chercher un résultat là-bas. Surtout contre ce Strasbourg. Donc, je sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont réussi et j'ai vu les stats, c'était pas si pire. Il y a eu un match, donc juste après, contre Nantes à la maison, qui a été moche, hein, voilà, je vais être honnête, ça a été moche, hein, clairement. C'est, voilà, ça, c'est vraiment les matchs typiques de Ligue 1 qui peuvent arriver sur une saison. Il n'y a même pas eu un XG sur le match. Il y a eu 4 tirs d'un côté. C'est, voilà, ça a été les. Angers a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à exister. Parce qu'en plus, si vous enlevez le penalty, il y a eu, regardez, seulement 0,06 XG dans le jeu. Donc en gros, autrement dit, Angers n'a pas eu d'occasion sur ce match-là. Voilà, je vous l'explique tranquillement. Factuellement, comme beaucoup, je pense, oui, Angers-Reims, ça peut finir en nul, clairement. Maintenant, j'ai envie de croire en Reims qui voilà, se transcende un petit peu, qui va vraiment pouvoir montrer que sa capacité offensive à marquer, à se créer des occasions, elle va de mieux en mieux. Et je vais quand même pronostiquer, je vais oser, voilà, même si en vrai, c'est vrai que je partirai sur le nul, je vais quand même oser une petite victoire Reims. Avec, ouais, 55, je pense quand même, parce que ouais, Angers, ok, ça génère pas beaucoup, mais bon, ça concède pas trop si ça met vraiment le bus. On a quand même vu des matchs, notamment contre Nice, où voilà, ça s'était pris une tornade d'occasion, c'est une vérité. Mais je vois quand même Reims qui reste plus fort qu'Angers sur ce scénario-là. Et pour Angers, je sais pas trop comment le maintien va jouer, parce que oui, là, c'est clairement le maintien. Ça va être dur, hein, je vous mens pas, si vous êtes Angevin, ça va vraiment être dur. Il faudra choper des points contre Saint-Étienne, contre Auxerre, contre Montpellier et tout. Bon, on verra bien ce que ça va donner, honnêtement. Ce match-là, Reims-Angers, je vais quand même dire une victoire de Reims par logique sur ce qu'on a vu ces derniers temps. Nantes-Saint-Étienne, un beau match historique. Quand on voit l'histoire de Nantes et l'histoire de Saint-Étienne en Ligue 1 en France, ça fait vraiment une belle, belle affiche historique, mais des situations très particulières. Parce que Nantes fait un début de saison dingue. Franchement, je m'y attendais absolument pas. Je suis très honnête avec vous là-dessus. Mais Nantes, en plus, vous savez, c'est quoi le pire? C'est que je considère que sur les matchs qui n'ont pas gagné, notamment ce match-là contre Reims où ils perdent, ce match-là contre Angers qui n'a pas été beau, en vrai de vrai, purée, ils étaient pas loin, quoi. Franchement, Nantes-Reims, ils peuvent le gagner avant que Reims marque le but à 91e. Et Angers-Nantes, bon, on l'a évoqué juste avant, il y a pas eu d'occasion hein, pour Angers, il y a eu un penalty seulement, et ça aurait pu être un peu mieux. Bon, on verra bien, mais où va aller ce Nantes-là? Moi, je m'attendais quand même à une saison compliquée qui arrive quand même à se maintenir au final. Ça va être assez particulier, et surtout que là, Nantes affronte saint ça va très très mal. Là, je suis obligé de faire un stop sur l'analyse, mais ça va très très mal. Je suis la Ligue 1 depuis longtemps quand même. J'ai vu des débuts de saison qui n'allaient pas, même vous savez, le Toulouse, quand Toulouse fait 13 défaites de suite, Dijon, Guingamp et tout. Mais là, Saint-Etienne, en 5 matchs de Ligue 1, a marqué un seul but. Et on a encaissé 15. Je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie. Si vous êtes stéphanois, c'est affreux. Ce match-là, qui est historique pour la Ligue 1, est un cauchemar. C'était une boucherie sans nom. Saint-Étienne n'a pas existé. N'a pas existé du match. Il n'y a même pas eu une grosse occasion.
Nice s'est amusé. C'était vraiment, comment on pourrait dire, la hagra, c'est vraiment le terme. Et pourtant, vous savez, c'est quoi le paradoxe? C'est que moi, j'ai trouvé que Saint-Étienne, depuis le début de saison, contre Monaco notamment, contre Lille, purée, t'avais sorti des vraies perfs mentalement, quoi. Contre Lille, tu gagnes. Match assez inespéré. Je sais pas trop comment c'était possible. Lille a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop été stérile. Bref, ça a été compliqué. Le Havre, ça a été vraiment compliqué. Et Nice, ça a été une boucherie. Je vais être honnête avec vous. Je suis aussi obligé d'avoir une certaine logique vis-à-vis de ce qui se passe et mettre Nantes vainqueur sur ce match-là parce que Nantes, enfin, la Beaujoire, c'est plus fort. Nantes, factuellement, c'est une équipe qui, même s'il ne se génère pas le plus d'occasions, je suis d'accord avec vous, c'est bon. Ça, c'est compréhensible. Enfin, on comprend ce que veut faire l'équipe. Et surtout, mine de rien, Nantes n'est pas vraiment une équipe qui concède énormément d'occasions. Alors, ça se prend des buts, vraiment, parfois, c'est pas trop de chance, entre guillemets, mais ça concède pas de fou. Ça va être très compliqué pour saint Alors, c'est un match où saint peut s'en sortir réellement parce que sur le papier, Nantes, ça reste, oui, je pense, plus fort que saint réellement, voilà, quand on voit le 11 notamment qui est aligné contre Angers, il y a des meilleurs joueurs à Nantes. Il y a notamment une bien meilleure attaque à Nantes et tout, c'est clair. Peut-être que ouais, saint au final, c'est juste un problème de joueur. Je pense pas que. Je pense pas que. Je pense que c'est aussi un problème de mentalité. Parce que saint a un gros, gros problème d'effectif, c'est vrai. Bon, Abdelhamid qui avait fait un match abominable, notamment contre Nice. Amongou, qui pour moi est un immense espoir de saint on va voir ce qu'il va donner. David Ashvili, dans l'absolu, c'est un des mecs qui pourra porter cette équipe si jamais il arrive à mettre des buts assez dingues, des passes assez dingues. Dans l'absolu, je suis obligé de mettre une victoire de Nantes. On va mettre Nantes en plus à 60%. Voilà, comme ça ici. Et on verra bien. Ça va être dur, mais c'est un match où saint vraiment doit sortir la tête de l'eau. Est-ce qu'ils le feront? Je le sens pas trop. Et enfin, un match pour terminer qui s'annonce incroyablement bouillant. Match exceptionnel entre Strasbourg et l'OM. Et je vais être cash directement. Si vous m'écoutez, vous êtes Marseillais notamment. Je sais que voilà, vous êtes pas mal sur la chaîne. Je vous en remercie infiniment. On va être clair. Le match Strasbourg-Marseille, comme ça sur le papier, on dirait pas forcément. Mais moi, je regarde sur les matchs du début de saison. En vrai, il y a eu des matchs super chauds pour l'OM et ils les ont remportés. Mais franchement, je suis en train de me dire vis-à-vis de la dynamique actuelle, si ça va pas être le match le plus dur pour l'OM. Parce que Strasbourg, et je voulais en parler, limite, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur Strasbourg, équipe la plus jeune de Ligue 1, il me semble, l'équipe la plus jeune de Ligue 1. Mais on parlait à quel point Lyon était une équipe imprévisible. Mais alors, ce Strasbourg-là, les gars, sincèrement, c'est un Strasbourg qui peut très bien faire un nul décevant à la maison contre Angers, mais avant, qui peut marquer 3 buts à Lyon, après, qui peut revenir en perdant 2-0 contre le LOSC à Lille, qui peut battre Rennes à la maison. Voilà ce qu'est ce Strasbourg-là. Et en fait, ça s'explique pour des raisons assez évidentes. En fait, Strasbourg, alors déjà, la génération d'occasions, vous allez le voir, contre le LOSC, c'était énorme. 3-23, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevé. Quand on regarde notamment contre l'OL, on était sur du 2,72. C'est énorme. C'est vraiment une équipe qui se génère un nombre d'occasions énorme. Mais alors, pourquoi Strasbourg est comme ça? C'est énormément lié à la jeunesse. Sincèrement, il faut considérer quelque chose, c'est que la jeunesse, c'est bien. On aime à la jeunesse, voilà, dans le football. Des joueurs, voilà, comment vous dire, qui osent, qui veulent se montrer, et c'est bien. Malheureusement, le vrai problème de Strasbourg, et ils auront un plafond de verre assez évident vis-à-vis de ça, c'est qu'il n'y a pas de driver, entre guillemets. C'est une équipe incroyablement jeune, il faut vraiment, vraiment l'évoquer, très, très jeune, mais il n'y a pas ce chef, il n'y a pas les cadres, on va dire, vous savez, les joueurs qui ont allé 28 ans, 30 ans, 35 ans, même j'en sais rien, mais en nombre, qui sont là un peu pour superviser les jeunes à bien grandir. Et ça fait que cette équipe, elle est très, entre guillemets, parfois sans tête. Il n'y a pas de contrôle. Et c'est très, très souvent ça avec les matchs de Strasbourg. Il n'y a pas de contrôle. Et ça va être une des clés pour l'OM, à quel point l'OM va pouvoir contrôler cette équipe de Strasbourg. En plus, à la maison, à la Méno, ambiance qui sera forcément exceptionnelle. Est-ce que l'OM de De Zerbi arrivera à contrôler une équipe qui est incontrôlable, qui n'arrive même pas à se contrôler elle-même? Ça, c'est la vraie question. Donc, dans l'absolu, on va être très clair. L'OM, bien sûr, est plus fort que Strasbourg sur le papier. Il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde vous le dira. Oui, l'OM est plus fort. Maintenant, est-ce que être plus fort signifie gagner? Pas tout le temps. Honnêtement, pas tout le temps. Et honnêtement, je m'attends à un match, mais tellement, tellement, tellement chaud en tension. Je ne sais pas trop comment De Zerbi abordera le match. Je me dis quand même que on sait que c'est pas forcément un coach qui va vouloir chercher le ballon en permanence. Il peut totalement, mais pas forcément. Est-ce qu'on serait pas sur un match un peu attaque-défense, attaque-défense, attaque-défense? Très peu de contrôle, comme on a l'habitude de voir. Pour la première fois de la saison, c'est. Les autres matchs, j'avais pas trop de doute. Même l'Olympico, honnêtement, voilà, il y avait quand même l'Olympico, donc on pouvait avoir le doute, mais j'étais dans ma tête, l'OM était plus fort que Lyon.
C'est vraiment dommage qu'il y ait eu un rouge parce que ça a complètement, chamboulé mon approche du match. Ça a totalement changé. Mais en considérant que ce Strasbourg-OM, il n'y ait pas de rouge, tout va bien et tout niveau arbitrage et cetera. Pour la première fois, je suis pas le plus serein pour l'OM. Maintenant, je vais quand même mettre une victoire OM parce que c'est plus fort, quoi. C'est quand même plus fort. Il faut être très factuel. Enfin, à un moment, les gars, je vais vous montrer un truc très clair. Ce match-là qui était irréel, qui était légendaire. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne, même deux, parce que j'ai tiré les leçons de cette OL-OM. Ce match-là, il est tellement symbolique de ce qu'est le football. Vous pouvez être Lyon, ok? Lyon, l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez jouer contre un ennemi, l'OM, ok? Vous pouvez avoir un carton rouge à la 5e minute. Mais au final, vous pouvez quand même perdre le match. Et ce qui est dingue, c'est que Marseille n'a pas eu d'occasion. Ben oui, vis-à-vis de la physionomie du match, c'était incroyablement compliqué pour l'OM d'exister. Ils n'ont pas eu d'occasion. Mais ils ont marqué 3 buts. Ils ont marqué 3 buts, des buts hallucinants, qui avaient, pour lui, là, celui de Rowe, 4% de chance d'être marqué, celui de Garcia, 8% de chance d'être marqué, celui ici de Lirola, 16, c'est un peu mieux. Lyon, avec toutes les occasions qu'ils ont eues, ils n'ont pas réussi à gagner ce match-là. Et dans l'absolu, voilà, cet OM-là, c'est aussi le reflet de ce qu'on peut attendre d'une grande équipe. Une équipe efficace dans les deux surfaces. Le football, les gars, regardez qu'importe l'air, la tactique, le jeu proposé, les coachs, les joueurs, machin, qu'importe le niveau, qu'importe les disciplines, la réalité du football, c'est le réalisme défensif et offensif. OM, Lyon a-t-il eu un réalisme offensif et défensif? Absolument pas. Marseille a-t-il eu un réalisme défensif? Parlons-en un petit peu du match défensivement, notamment d'Oibert. Parlons-en notamment du match de Rouli. Oui, ils ont eu le réalisme défensif. Et ont-ils eu le réalisme offensif? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ils ont marqué 3 buts, quasiment impossible à mettre. Voilà pour vous dire. Donc, je me dis que Strasbourg va être très fort. Mais leur désorganisation peut vraiment être très sale. Parce que Marseille, notamment, vous avez vu contre Brest, premier match, ils mettent 5 buts. Regardez le réalisme qu'ils ont eu. Et ben pourquoi pas un nouveau scénario comme ça, où tu as Strasbourg qui tente, qui ose, qui joue comme Brest. Et tu as Marseille qui en contre, en une touche, deux touches, avec le réalisme qu'ils ont, vont les sécher. Et ben pourquoi pas. Je me dis quand même qu'en plus, rouler dans les cages, c'est une vraie grosse sécurité. Marseille va être très fort, hein, cette saison, on l'a bien compris. Ça joue un match par semaine en plus. Il y a un banc de dégénérés. Très souvent dans cette émission, je vais mettre Marseille favori et vainqueur sur tous les matchs quasiment. Marseille vainqueur sur Strasbourg et on va mettre aller à 60 max parce que ça reste un Strasbourg ultra imprévisible et j'ai super hâte de voir. Toulouse-OL, eh ben vous savez quoi les gars, actuellement je ne peux pas parler de ce match-là. Pourquoi? Parce que oui, amis toulousains, vous aussi, vous attendez ce match-là. OL Olympiakos, je n'ai pas encore vu ce match-là. Je regarde ce match, je le débrief normalement et voilà, je tournerai après. De toute façon, vous, ça va être directement pendant la vidéo. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que va donner ce Lyon qui doit rebondir après le match dont je vais parler après. Assez choquant. Il y a une compo qui m'interroge de fou parce que c'est assez cool de voir Fofana titulaire, de voir Cherki titulaire. J'ai hâte de voir un peu l'animation, qu'est-ce que ça va donner. Sur le papier, ça reste très fort, hein, voilà, sur le banc, ça reste vraiment beaucoup trop de talent. On verra où va aller cette OL, mais bon, à l'instant T, je ne peux pas pronostiquer ça. De toute façon, vous voyez juste après la suite. Moi, je vous dis dans 2-3 heures et à tout de suite pour vous. Bon, mes chers amis, je vous retrouve du coup après OL Olympiakos. Très content de cette victoire lyonnaise. Je vous invite à aller voir le petit débrief si jamais ça vous intéresse, bien évidemment. Du coup, bon, maintenant je peux me projeter un peu mieux. Pour ce Toulouse-OL, j'attendais de voir la réaction de l'OL. Elle a été vraiment bonne, j'ai parlé de Cherki, je vous invite vraiment à voir le débrief. Maintenant, je vais être honnête avec vous, ça va quand même être un match très compliqué. Je pense que si vous êtes Toulousain, vous êtes un peu frustré de votre équipe parce qu'en vérité, aujourd'hui, Toulouse, on regarde, elle est à 13e contre 14e de Ligue 1, c'est assez drôle. Mais cette équipe a énormément raté. Il y a un gros potentiel. Je vous prends ce match-là contre Brest, Brest qui avait fait pas mal tourner. Le memento du match, la menace offensive du match, elle était largement côté Toulouse. C'est une vérité. On regarde même les XG du match. 2,73. Je suis désolé, mais c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Alors, bien évidemment, il y a un penalty par Abouklal qui a été raté. Voilà, il faut le dire. Au-dessus de la transversale, malheureusement. Donc, si on regarde les XG de jeu, il y en a beaucoup moins. Il y en a 1,3. C'est une vérité. Mais voilà. À un moment, il faut aussi considérer que quand tu vois les XG hors penalty, il y en a quasiment deux. Donc, ça prouve quand même que tu es aussi dangereux sur coup de pied arrêté. C'est totalement une vérité.
corner, coup franc notamment. Et ça a été vraiment le problème toulousain. Ce n'est pas normal quand tu regardes Abouklal, 1,74 degrés dont le penalty, il a trop raté. Il a eu quand même d'autres occasions. Il a tiré 5 fois. Il a raté 3 grosses occasions. On remarque quand même que Toulouse, sur ce match-là, a eu 4 grosses occasions. Donc 3 pour Abouklal, il a trop raté. Et c'est là où tu sens quand même que le départ de Dalinga, il a pu faire du mal. Parce qu'en vérité, cette équipe, elle est bonne. Elle a beaucoup de belles intentions. Maintenant, il faut que ça marque plus si on regarde un petit peu au niveau du goal average de Toulouse. Que 4 buts marqués, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Toulouse ait mis seulement que 4 buts, hein. Ils auraient pu mettre bien plus. Et le problème, c'est que tu as cette sensation sur souvent de leurs matchs là. Le seul match qu'ils ont remporté, c'est ce match contre le Havre, où voilà, ils n'ont pas non plus eu un nombre d'occasions énorme, mais ils ont mis 2 buts sur 3 grosses occasions. Bah, c'est bien, tu as une bonne conversion. Mais voilà, ça avait commencé fort contre Nantes, malheureusement pas de but. Ça a eu un peu plus de mal contre Nice OM, le carton rouge. Et là, contre le Havre et Brest, malgré les ratés, c'est mieux offensivement parlant. À quel point Lyon va pouvoir gérer cette équipe de Toulouse? Je sais pas et honnêtement, ça va être un gros match. J'ai un peu posé la question dans mon débrief d'OL Olympiakos. Est-ce que c'est le nouveau départ pour Lyon? Est-ce que c'est bon? La saison est lancée côté Lyon. Je vais considérer que si Lyon bat, j'ai bien dit bat, si Lyon bat Toulouse à Toulouse, là je considérerais que ouais, Lyon va être vraiment fort. Sincèrement, il y aura beaucoup de possibilités, comme je l'ai évoqué dans mon débrief d'OL Olympiakos. Il y a peut-être une formule qui a été trouvée, le fait que Cherkian, créateur de danger, peut être tellement, tellement, tellement bon dans cette équipe-là. Peut-être que Tolisso et Matic, au final, c'est la solution. Il y a quand même un banc de fous furieux. Je sais pas, est-ce que la finition toulousaine va réussir à se corriger sur ce match-là? Et dans ce cas-là, je mettrai peut-être une victoire pour Toulouse. Est-ce que Lyon va vraiment réussir à aller sur la ligne de l'Olympiakos? En vrai, j'ai pas envie de mettre un match nul, les gars. Vraiment, j'ai pas envie de mettre un match nul sur ce match, mais je sais pas, je sais pas. Je me dis quand même que Lyon pourrait marquer également plus, c'est vrai, mais Toulouse a un plus gros souci de finition, je trouve. C'est dur. Là, c'est vraiment un prono super compliqué, les gars. Honnêtement, je saurais même pas vous dire. C'est typiquement le genre de match où tout peut arriver, surtout avec un Toulouse qui est capable de marquer beaucoup, mais qui, comme le match sur Brest, ne marque pas parce qu'il n'y a pas de finition. Et une équipe comme Lyon qui peut avoir des matchs très incontrôlés, entre guillemets, où il peut avoir beaucoup de buts. Ah, je sais pas. Bon, les gars, je vais trancher et je vais pronostiquer un match nul. Allez, je suis obligé quand même, je vais pronostiquer un match nul. J'étais pas loin de mettre victoire pour Lyon parce que je me dis quand même que oui, Lyon, je vous apprends rien sur le papier, c'est plus fort que Toulouse. C'est totalement vrai. Mais je sens quand même un Toulouse qui va être valeureux, qui va être fort et qui arrivera à tenir un match nul. Et peut-être qu'on se posera la question de Lyon machin. Mais voilà, si on voit un Lyon qui gagne à Toulouse, allez, 2-0 par exemple, là je serais vraiment en mode oui, c'est super bien, c'est cool, surtout s'il y a eu la manière. Ils en sont capables. Je vais dire un match nul parce que voilà, ce Toulouse-là me paraît quand même être super. Et voilà, mes amis, c'est la fin de ces pronos Ligue 1. Alors vous voyez, Toulouse-OL n'a pas été encore classé parce que je n'ai pas encore fait le match. J'attends de regarder le match d'Europa League. Vous voulez voir mon prono pour Toulouse-OL? Bah, il faut aller sur la partie Toulouse-OL de cette vidéo. Voilà. Je sais que c'est des vidéos très très longues. Je sais que pas tout le monde les regarde entièrement. C'est pour ça que je me permets aussi de beaucoup développer pour à peu près tous les clubs. Ne m'en voulez pas si je parle pas assez de votre club, c'est aussi normal. Mais voilà, c'est toujours un immense plaisir de les faire. Généralement, je prépare, on va dire, les 2-3 heures à les faire pour bien avoir les éléments en tête, pour bien tout développer. Trop, trop content de voir vraiment qu'on a une Ligue 1 bah, c'est folle. Entre la course au titre, la course au maintien, on est vraiment gâtés. Vous me dites un petit peu bah, quels sont vos pronostics. Je peux pas malheureusement répondre à tout le monde. Il y a tellement de commentaires, les gars. Il faudrait que je pose ma journée et que je réponde à tout le monde tellement il y en a. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a quasiment, enfin, que des chocs, c'est pas le mot, mais il y a des matchs qui vont être très serrés. Sincèrement, j'ai hâte de voir. Les amis, d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.